52 minutes de direct, d'échange, de partage, d'informations sur l'architecture et surtout découvrir 6 architectes de la région, 3 femmes, 3 hommes. Merci à vous 6 d'être venus et bienvenue. Merci. C'est bien, vous êtes collégiaux tout de suite, c'est bien, bravo. Donc j'ai choisi Fabrice pour démarrer, parce que tout le monde se demandait par qui je démarre. Non, Fabrice, il est là. Fabrice, bonsoir. Donc, bonsoir. L'architecture, Fabrice, on veut faire ça quand on est tout petit, on a une histoire. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Alors rapidement, j'aimais bien dessiner quand j'étais petit, mais sur mes années lycée, j'hésitais entre photographe, architecte et garde forestier. C'est un peu différent comme profil. Différent, oui. Et voilà, et ça s'est resserré entre photographe et architecte. Et dans ma dernière année de lycée d'internat, j'avais un pion qui finissait ses études d'architecture. Et on a passé beaucoup de temps ensemble à discuter. J'aimais beaucoup le voir dessiner. Il faisait son travail de fin d'études sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je suis parti dans cette voie. Je referai la même chose 25 ans après. C'était sans aucun regret. C'était la question d'après, où est-ce que vous ferez? Ah, j'ai pas lu tes fiches, mais... Et vous, Sophie? Pourquoi archi? Ouais. Alors, je pense que c'est vraiment le goût du patrimoine au départ. Envie qu'on me raconte des histoires, envie de connaître l'histoire des bâtiments. J'ai jamais vu un bâtiment... je l'ai toujours humanisé. Donc, j'ai toujours eu envie de poursuivre son histoire, qu'on me raconte d'où il venait. Et l'archi, c'était ce qui me permettait d'avoir une action concrète. Pas du tout rêver, juste lire le bâtiment et rêver dessus, pas théoriser seulement ça dessus, mais d'avoir une action concrète sur lui. Donc je pense que c'est pour ça, archi, de pas. Pierre-Louis? Moi, c'est une thérapie. Donc ça m'a aidé à me construire en tant qu'individu. Je n'ai pas de racines familiales à part mes parents. Et le reste, ça n'existe pas. Très peu de très loin en Italie. Et je pense que construire des bâtiments, ça m'a aidé à me construire moi-même. Un petit lien commun, ouais, parce que le sport, je crois aussi... Petit lien avec Aude. Même question, Aude, alors, votre histoire? Je crois que je me suis découvert une faculté à un moment donné, autour de 15 ans à peu près, quand j'ai démarré une option à l'école là, qui s'appelait TSA, Technique des systèmes automatisés. Je pense que c'est sciences de l'ingénieur maintenant. Et je me suis retrouvée avec une table à dessin et puis tout d'un coup, tout était tellement facile. Voilà. Et je suis partie là-dedans, bon, après avec le goût pour le dessin qui est resté. Raphaël? Moi, c'est sans doute... mes parents avaient une maison dans le Larboust, dans les Pyrénées, et j'y passais toutes mes vacances, et on faisait des cabanes avec mes amis. Et donc, on y revenait chaque année, et moi, j'étais toujours épaté de me dire qu'en partant d'absolument rien, parce qu'on partait vraiment de rien, en équipe, on arrivait à faire des choses extraordinaires. Donc, on a tout fait. On a commencé par la cabane un peu basique, après on faisait une cabane enterrée, après une cabane dans les arbres avec 1-2 étages. C'était chaque année un petit peu plus, et j'y prenais beaucoup de plaisir en fait. Et surtout ça, ce qui m'étonnait, c'est de partir de rien et d'arriver à un résultat. Est-ce Moi, c'est encore une autre histoire. Moi, j'ai d'abord fait les Beaux-Arts, 5 ans. C'était plutôt archi d'intérieur, et je voulais absolument travailler sur les territoires, et notamment l'urbanisme. Du coup, j'ai commencé à réfléchir, à faire un DESS. C'était compliqué, c'était long par rapport aux objectifs après derrière. Et puis, donc je me suis dit, allez, je peux faire archi. J'ai rencontré aussi Philippe. Donc du coup, notre histoire a commencé. Et puis là, Philippe, ça allait très loin. Le mari qui est aussi architecte. Qui est aussi architecte. Voilà. D'accord. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Pierre-Louis. Vous prétendez, Pierre-Louis, être architecte, mais aussi, ou surtout, un entrepreneur? Je pense que la grosse bêtise de ce qu'on enseigne à l'école d'architecture, c'est que on a un métier, mais derrière, ceux qui veulent s'installer, c'était la plupart des architectes, derrière, il y a une entreprise à faire fonctionner. Et ça, on fait fi de toute cette problématique. Et quand bien même on veut nous faire croire qu'on est des artistes, il y a toute la problématique du fisc, de la TVA, des charges sociales qui nous rattrapent, comme toute autre société. Donc je pense que oui,
on est d'abord des entrepreneurs. Et si on veut faire de l'architecture sereinement, il faut avoir une entreprise qui soit sereine. Alors, je ne crois pas à la tourmente dans l'architecture, de dire qu'on travaille nuit et jour, parce que ces phénomènes créatifs qui sont comme ça, je pense que c'est une vaste utopie, un mensonge même, je dirais. Oui, mais après, c'est aussi. Les agences ne sont pas toutes les mêmes. On ne la pratique pas tous de la même façon. Il y a des gens, c'est plus des petits artisans, mais qui pour autant ont choisi de fonctionner peut-être comme ça, pas à des échelles comme ton agence. Je ne parle pas d'échelle d'agence. Je parle que, avant tout, on a un métier, et si on veut exercer ce métier, il faut le faire dans un cadre d'entrepreneurs, mais qui soient artisans. Et on le voit, même quand on travaille avec des artisans, il y a des artisans qui sont organisés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et malheureusement, ceux qui sont organisés, ils perdurent. Ceux qui ne le sont pas, ils ne durent pas. Et je pense que notre métier, je pense qu'on n'est pas assez conditionné. Alors je pense que ça a évolué. Depuis que moi je suis sorti d'école, il y a la HMO qui parle de ces choses et qui forme justement les gens qui veulent s'installer à être aussi vigilants à ce genre de choses. Moi, quand j'ai commencé, on faisait du droit en 2e année. Donc c'est pas logique. J'ai fait des études aux États-Unis, il faut une distinction. Tu formes des esprits, voilà, à l'école, on fait un esprit d'architecte pour un métier d'architecte. Et après, si tu veux t'installer, tu as l'ordre des architectes, l'ARA, qui te dispense une formation et après te délivre un diplôme. Il y a les deux choses qui sont distinctes. Et je pense C'est très vrai, et je pense que c'est souvent le problème des agences d'archi. C'est qu'on est quand même très très nombreux. Il y en a certains qui sont seuls. Il y a beaucoup d'agences d'archi avec 1 ou 2 personnes à l'intérieur. Et effectivement, je suis d'accord avec Pierre, on n'est pas du tout formé à diriger une entreprise, à savoir, on arrive, on est complètement... Moi, j'ai la grande chance d'être mariée à mon associé qui sait diriger une entreprise, et pas que ça, qui me conseille surtout, on travaille vraiment en équipe. Mais sans Richard, c'était impossible pour moi de monter mon agence. Je ne sais pas comment font les jeunes archis qui arrivent et qui n'ont aucune idée de ce qui les attend. C'est vrai qu'on n'est pas du tout formé sur ça. Alors parlons-en de ces jeunes architectes qui arrivent, là, cette génération. Je crois que vous avez fait pas mal de temps professeur, en fait, Oui, pas mal de formations, enseigné. J'ai enseigné aussi. Voilà, donc quelle est cette génération qui arrive? Est-ce qu'ils travaillent différemment? Est-ce qu'ils ont une autre vision de l'architecture? Comment on les manage? Je pense que, comme nous, ils passent par cette phase un petit peu où l'image, le nom architecte fait un peu rêver. L'image qu'ils en ont est un petit peu différente de ce qu'est la réalité du métier, où finalement, il faut être très pragmatique et organisé, comme ça a été dit. Bon, c'est vrai qu'on essaie de les mettre un peu dans le bain. On les incite à faire des stages très, très tôt, en leur disant... voilà, aller voir ce qu'est la réalité de ce métier-là, aller voir les heures passées derrière un écran, aller voir finalement voilà, qu'un crayon, on ne le touche finalement que peu dans la journée, et aller voir le nombre de tableaux Excel et de choses qu'on est contraint d'utiliser, au-delà, bien sûr, de... Voilà, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis très d'accord. Sur les 5 premières années, ils sont à des années-lumière de la réalité de ce qu'est ce métier. Il y a cette année qui sont s'ils ne veulent pas s'installer, ou sur l'année de HMO, où ils voient un petit peu plus ce que c'est que ce métier. Mais c'est vrai qu'on ne nous parle jamais d'argent, on ne nous parle jamais de délai pendant les études. On ne sait pas ce que c'est que gérer une entreprise. C'est un très beau métier, mais qui est très dur, quoi. Donc voilà, il faut vraiment être passionné. Bon, ça, on a ça ou pas. Hein. Mais moi, je pense que c'est un sujet intéressant sur la formation. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont mieux formés que ma génération. Ouais. C'est sûr, mais on continue de leur parler que très tard. Alors, c'est bien de ne pas brider leur créativité, leur formation, mais alors, quand ils arrivent en agence, on ne peut pas tout de suite leur dire, on ne va pas leur parler de charges, de trucs, des heures, des emmerdements, des expertises, des trucs. Il y a des très beaux côtés sur ce métier. Il y a une partie qui est très difficile, qu'on ne peut pas occulter, quoi. Il y a quand même pas mal de mecs qui viennent en agence qui disent « moi, je ne vais surtout pas m'installer ». Donc voilà, mais c'est sûr qu'on leur en parle extrêmement tard. Leslie, vous intégrez des stagiaires, vous pensez quoi de la formation des jeunes? Cette génération Y, elle travaille différemment? Vous la faites travailler dans les mêmes espaces? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que vous voyez ressortir? Pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, moi je me sens très entrepreneur.
vraiment. Ouais. Cette nouvelle génération, on a réfléchi un peu dessus, parce qu'on avait fait même un petit workshop à l'agence sur la génération Z. Comment est-ce qu'ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils avaient besoin, comment est-ce qu'on pouvait travailler sur les bureaux, etc. Aujourd'hui, nous, on est sur un système horizontal pas mal. On est vraiment sur l'échange, on est une équipe, des collaborateurs. Donc en fait, on sait un peu tout. On a déjà indiqué à nos équipes jusqu'à ce qu'on allait faire sur les 5 prochaines années, et même au-delà. Donc on a vraiment une feuille de route tous ensemble, on s'y attelle, on a tous des compétences et des postes. Et donc du coup, quand on arrive, c'est vraiment un projet d'entreprise avec des valeurs. Et quand les jeunes arrivent, ils embarquent ou ils n'embarquent pas en fait. S'ils embarquent, c'est parti. Et s'ils n'embarquent pas, ils passent le chemin. Voilà. D'accord. Raphaël, vous êtes... quel est votre point de vue là-dessus? Moi, en tout cas, sur la formation de notre agence, en tout cas, nous, il se trouve qu'actuellement, on a 4 employés, on est 2 associés, et les 4 employés, c'est des anciens stagiaires. C'est-à-dire qu'il y a quand même, là-dedans, déjà, on est tombé sur les bonnes personnes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Enfin, moi, je pense que ce que ça démontre sans doute, c'est aussi, effectivement, que quand les gens arrivent, ils sont encore à former, et que si on prend le temps de les former, effectivement, on arrive à les amener vers ce qu'est notre démarche, leur faire comprendre. Et puis après, une fois qu'on a une personne comme ça, on a envie de dire mais pourquoi je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Donc on fait tout pour les garder. De mémoire, il n'y a qu'une personne qui est passée à l'agence et qui n'a pas été employée. Et on en parle encore, on le regrette encore. À ce moment-là, on ne pouvait pas. Et finalement, elle est partie vers d'autres horizons et on le regrette en fait. Mais jusqu'à présent, ça s'est toujours passé comme ça. Tu t'attaches. Ah bah oui, complètement. Heureusement, si dans notre métier, on ne s'attache pas, je ne vois pas trop comment... Une fois intégré, en fait, on parle de plus en plus de gestion de projet, d'intelligence collective. Hein, j'ai le sentiment, quand je vais dans une agence, que vous êtes quand même des champions du monde de l'intelligence collective, non? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes forcément obligé de vous mettre en mode projet? Enfin, je ne parle pas d'une agence, mais même ceux qui travaillent tout seuls, ils partagent avec ceux qui sont à côté. Hein, c'est un art, non, chez l'architecte de l'intelligence collective, non, Pierre-Louis? Je ne suis pas certain. Je crois qu'il y a beaucoup de discours là-dessus. Déjà, il y a beaucoup d'archis qui en souffrent, qui n'ont pas la chance de pouvoir partager. Il faut savoir que 75% de la profession, c'est des gens qui travaillent seuls ou avec 2 ou 3 personnes et qui n'ont pas le temps d'échanger. Et moi, je vois, tu vois, je fais une fois par mois, là, je fais revenir un critique d'archi, j'invite des copains. Et ils sont contents, quoi. Ils voient du monde, ils discutent, ils échangent sur des projets. Enfin, moi, je ne m'en rends pas compte, mais je sens qu'il y a la volonté de le faire, mais il y a peu de temps pour le faire et des opportunités qui sont assez rares. Et quand tu as cette richesse de pouvoir avoir des collaborateurs, de pouvoir échanger avec eux sur les projets ou de travailler avec d'autres agences en association et justement de mettre en place une manière de travailler qui soit collaborative. C'est toujours pareil, est-ce que c'est les gens qui sont autodidactes et qui produisent une architecture qui est autodidacte ou une architecture qui est plus collective? Ça aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Je crois qu'on a tous différentes façons d'apprendre notre métier. Enfin, pour moi, c'est indispensable. Mais par exemple, hier, je bossais avec Cécilia, qui est une des archis de l'agence, et à un moment, je dis, bon, attends, je pars. Parce que j'y arrive pas, j'allais lui faire perdre son temps si je restais avec elle à chercher. Donc je suis partie, j'ai cherché mon truc, elle aussi, et puis on s'est remise et j'ai très confiance dans son jugement et dans le jugement des autres archis qui sont à l'agence. Donc c'est important pour moi d'avoir leur retour. Et puis je fais tout à 4 mains avec Richard déjà au départ, et puis avec elle, c'est indispensable pour moi d'échanger sur le projet. J'ai l'impression qu'après, sinon, on est coincé dans un truc tout seul. Et on ne voit plus les erreurs qu'on peut faire, on ne se rend plus compte. On a vraiment besoin de cet échange, c'est indispensable. Et pour ceux qui travaillent tout seuls, comment vous faites? Je travaille toute seule. Non, mais par contre, je me suis rapprochée. Voilà, on partage des locaux. Je me suis rapprochée de d'autres architectes. Du coup, on est plusieurs à partager le même local. Les moments d'échange sont nombreux. C'est ça. Et je trouve que quand tout à l'heure tu parlais de la nouvelle génération, moi je suis très confiante dans la génération qui arrive. Parce que je trouve que c'est une génération déjà très positive, beaucoup plus bienveillante. Et j'ai l'impression que... Bon, c'est moi qui suis... J'ai toujours été oui, hein, mais je trouve qu'il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il y a moins de concurrence. C'est-à-dire que, par exemple,
comme toi, on peut mutualiser les moyens, on échange les projets. Il me semble qu'il y a, bon, l'architecture, enfin, ce métier est vraiment en devenir. Et, enfin, il y a de grosses mutations en ce moment, enfin, c'est quand même on le sent, c'est une période charnière. Et je pense que les nouvelles générations là, vont être beaucoup plus intelligentes dans leur développement, de pouvoir se mettre à plusieurs, mutualiser leur savoir, échanger. On ne peut pas rester tout seul dans son coin dans ce métier, ça nous bouffe, on est des éponges. Donc si on est seul avec ce métier avec lequel on vit, on dort, on respire, c'est impossible. En pleine mutation, Leslie, qu'est-ce qui fait que c'est une pleine mutation maintenant? C'est quoi? C'est les nouvelles normes, l'environnement? Il y a une raison particulière? Il y a évidemment toutes les compétences environnementales dont on a besoin, donc sur lesquelles on s'appuie, qu'il faut connaître. Donc voilà, c'est vrai qu'on est bardé après de toutes les normes, de tous les bâtiments, dans tous nos bâtiments, on est bardé de normes. Mais pas que ça, sans vouloir faire de phrases, mais enfin, le monde est en mutation. Enfin, en ce moment, il y a quand même quelque chose qui demande réflexion, en tout cas. Et forcément, notre métier est à la source même de la façon de vivre des gens, de leur façon d'être, la façon qu'ils ont d'être ensemble. On fait des bâtiments qui créent du lien, donc on est implicitement tout le temps dans leur vie. Donc, Ouais, nous, c'est vrai que ça nous intéresse énormément, ces dimensions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un double enjeu pour nous, réellement. C'est à la fois d'impacter de moins en moins les milieux, de les régénérer. Donc on est sur cette idée de changement climatique, de comment est-ce qu'on va pouvoir faire notre part, à notre échelle. Et ensuite, cette idée aussi d'embarquer complètement la maîtrise d'ouvrage dans la qualité d'usage. Donc on fait de la co-construction, réellement. Donc on fait de l'habitat participatif, on fait des ateliers participatifs, on en a encore fait hier, sur pas mal de sujets. Et voilà, ça c'est notre truc, c'est d'embarquer sur des sujets où on va pouvoir garder toute notre connaissance, la qualité de l'architecte, son savoir-faire, et puis se nourrir vraiment des besoins, quoi. L'atelier participatif en interne ou vous laissez ouvert On fait participatif. Alors, à l'échelle de l'agence, déjà, effectivement, il y a énormément de transversalité. On fait des ateliers quand on est bloqué sur des sujets. Après, sur des projets, on a plutôt des chefs de projet, donc on est par petites cellules. Et le participatif, c'est, en fait, on a réalisé une usine en bois paille, avec 3000 bottes, et on a embarqué avec un comité de pilotage chaque capacité, compétence un peu de l'usine, on a travaillé ensemble. Et ensuite, une fois que tous ensemble, on a co-conçu cette usine un peu incroyable, et bien derrière, en fait, on l'a présentée aux 50 personnes de l'usine. On leur a dit, bon, mais là, c'est pas de nécessité de redessiner, hein. On est déjà là. Par contre, il y a plein de sujets sur lesquels on est bloqué, aidez-nous. Et donc, on a refait des ateliers, puis ça a apporté de la matière, quoi, et de l'info. Très important. Quelle est votre approche, Fabrice, vous, par rapport à un projet en général, quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, je travaille beaucoup avec des particuliers, donc c'est une autre échelle. Mais déjà, bon, à l'agence, moi, on partage des locaux avec Aude, avec d'autres, on est 4 architectes, 4 agences différentes, mais on vit très bien ensemble, c'est très sain. On n'a pas du tout les mêmes projets, on ne travaille pas sur le même type de projet, mais on passe quand même beaucoup de temps ensemble tous les jours dans l'agence. On partage beaucoup d'humains, pas que mais que ce soit des soucis, que ce soit des projets. Et après, moi sur mon entité, on travaille tous ensemble, enfin toutes les personnes de mon entité travaillent sur chaque projet. Et moi, je passe beaucoup de temps avec mes clients et beaucoup de temps sur les chantiers. Et mes projets, ils évoluent aussi en cours de chantier beaucoup. Enfin, on garde beaucoup de marge là-dessus. Bon, c'est une échelle de particulier, hein, c'est différent, mais c'est très riche parce qu'il y a énormément d'échanges. On passe. Moi, j'essaie de dessiner des maisons dans lesquelles je pourrais habiter. Ça, c'est votre démarche. Il faut que j'ai cette conviction. Dessiner des maisons dans lesquelles vous pourrez habiter. Mais on sans jamais faire 2 fois la même chose. Mais bon, après, il y a des principes, il y a des trucs qui reviennent, bien sûr. Mais enfin, c'est un milieu super riche humainement. Que ce soit, moi, je passe beaucoup de temps avec mes entreprises, avec mes clients, qu'on s'engueule ou qu'on se marre, mais c'est un truc super vivant. Alors, ça prend énormément d'énergie, mais c'est beaucoup de richesse, beaucoup de plaisir. Mais moi, je serais incapable de bosser tout seul. Moi, j'ai besoin des gens avec qui je travaille. J'ai besoin d'être tout seul de temps en temps, mais j'ai besoin de passer du temps avec les gens avec qui je travaille, avec mes clients, avec mes entreprises. C'est très, très important
Enfin, moi, mes clients, je leur dis, si ma tête, elle ne vous revient pas, il ne faut pas qu'on travaille ensemble. On va passer 2 ans ensemble. Il faut qu'on ait envie de passer du temps ensemble et d'échanger, quoi. Et qu'ils soient acteurs du projet, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, c'est essentiel. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis. Je trouve qu'effectivement, on parle beaucoup des clients et je remarque aussi par la fonction que j'occupe à la Maison de l'Architecture, à quel point les gens ne connaissent pas l'architecte et son métier, en fait. Ah, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens, le profil de la personne qui fait sa maison, il a entre 35 et 40 ans, c'est le premier projet important de sa vie, ils sont souvent en couple. Et c'est la première fois qu'ils rencontrent un architecte, ils ne savent même pas exactement comment ça va se passer, c'est complètement méconnu. C'est pour ça qu'on travaille par exemple à la Maison de l'Architecture à essayer de voir comment on pourrait intervenir dans les lycées pour dire, ben voilà, je vous présente, vous n'allez pas devenir architecte, des architectes à la porte des écoles, il y en a plein. Mais au moins leur expliquer ce que c'est que notre métier, la complexité de notre métier, et surtout que derrière chaque bâtiment dans le lycée dans lequel ils occupent, dans le collège dans lequel ils occupent, dans l'école de musique où vont leurs enfants, ben, il y a un architecte qui est derrière tout ça. Et ça, les gens ne le savent pas, quoi. Et pourtant, ben, on a une place centrale. Alors, on n'est pas parfait, on fait sans doute des erreurs et tout ça. Et on s'en rend compte, hein, mais bon, en tout cas, ils ne connaissent pas notre métier. Juste un petit rappel pour ceux qui nous regardent, la Maison de l'Architecture a quel rôle? L'Ordre de l'Architecture a quel rôle, hein, pour qu'on reprécise un peu. La Maison de l'Architecture, si je simplifie les choses, Merci. c'est promouvoir la qualité architecturale. C'est-à-dire quand il y a un bon projet, on essaye de voir comment on peut le mettre en valeur. Alors il peut avoir un prix d'architecture, il est exposé, où l'architecte fait une conférence pour présenter son projet. En gros, c'est ça. C'est important hein, parce que je crois qu'on est tous autour de cette table, on connaît un peu notre métier. C'est un métier qui est parfois difficile, dur. Et donc nous, la Maison d'Architecture, quand il y a un bon projet, on a envie de le dire à l'architecte, mais on a aussi envie de le dire à la personne qui lui a fait confiance. Comment vous faites venir, comment la notoriété se fait? C'est entre vous que vous présentez les projets ou ça s'ouvre au public en fait? La Maison de l'Architecture, ça veut dire quoi? La maison de tous ou la maison des architectes? Alors la Maison de l'Architecture a pour vocation de communiquer au grand public. Au grand public. Voilà, pour essayer qu'ils comprennent mieux. Ça veut dire que quelqu'un qui m'écoute peut, le mois prochain, venir à la Maison de l'Architecture découvrir un projet de Sophie, par exemple. C'est ça? Oui, s'il a été par exemple. Hein? Demain. D'accord, demain soir. Rendez-vous. Ok. Après, je ne sais pas si pour répondre sur la question de l'ordre, mais l'ordre, c'est plus... Moi à répondre, mais... Voilà, mais bon, on n'est pas obligé de répondre. Hein. Moi, je peux t'en parler parce qu'on a relancé la Maison de l'Architecture quand on était élu à l'ordre avec Jean-Manuel Puy de l'agence PPA. La Maison de l'Architecture, c'est un peu le bras armé culturel de l'Ordre des architectes. L'Ordre des architectes a certaines vocations qui sont ordinales, gérer le tableau de l'ordre, gérer les conflits entre architectes, les contrats, etc., etc. Donc c'est une vie ordinale, professionnelle, et qui n'a pas vocation de faire de la culture. Donc on a créé la Maison de l'Architecture, ça permet aussi de lever des financements. Donc à ce moment-là, on avait lancé le projet de la Maison de l'Architecture. Il y a un lauréat ici, ils étaient 2 à l'époque. Donc on a encadré ce projet. Puis on a fait deux choses. On a lancé Plan Libre, le journal. On nous a dit, oh, tu verras, ça ne marchera pas et tout. Et ça fait, je sais pas, quand ma fille avait 2 ans, ça va faire 14 ans. Ouais, en 2003, ouais. 15 ans, ouais. 16 ans. Ouais. Vous ne faites pas de mal, messieurs, vous ne faites pas de mal avec le temps. 16 ans, et ça, et puis on a lancé le prix de l'architecture Midi-Pyrénées, qui est devenu le prix d'architecture d'Occitanie, tous les 2 ans. Donc pour toujours continuer à promouvoir la qualité architecturale et la culture architecturale au sens large du terme. Ben, il y a un nouveau projet qui est intéressant, qui est dans la suite, on va dire, avec un nouveau lieu, parce qu'aujourd'hui, l'ordre s'est agrandi, aujourd'hui c'est toute l'Occitanie. Il fallait trouver un lieu un peu plus proche de la gare. Et donc ils ont trouvé un lieu où ils vont se rassembler avec toutes les compétences autour de l'architecture, le CAUE, la maison, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Les urbanistes aussi. Les urbanistes. La PUMP. À quel endroit? L'espace Croix-Baragnon. Nous le savons, mais j'aurais préféré que vous disiez, mais messieurs, dames, juste, vous savez tous que Conseil, en tout cas, parle de l'actualité de l'architecture et de l'urbanisme en général. Donc, il me semble qu'il y a une actualité un peu importante à décrire en ce moment. Il me tarde d'avoir votre avis. Hein. Il s'agit de Notre-Dame de Paris. Comme nous vivons un petit peu de réclame, je fais une petite pause réclame. À tout de suite, messieurs, dames.
réclame. Pierre-Louis m'a demandé de tutoyer tout le monde, donc c'est valable pour tout le monde, on se tutoie, d'accord? Voilà, donc comme promis, une actualité grave, en tout cas qui mérite d'être commentée rapidement, on ne va pas en faire une émission. Juste, Sophie, qu'est-ce que vous pensez de l'impact architectural sur cet inconscient collectif? On a l'impression que c'est un drame collectif qui se passe par cet C'est incendie. énorme, c'est énorme. Parce que ce qui s'est passé, finalement, on arrive même à avoir du positif derrière cette situation dramatique. Parce que finalement, Notre-Dame qui s'embrase, et c'est une population entière qui est au chevet de sa cathédrale. Donc ça a vraiment dépassé complètement la foi, la religion. C'est la force de l'architecture, c'est que quand un bâtiment a des racines, il appartient à tout le monde. Et il a vraiment une histoire. Donc c'est une leçon pour nous tous. On ne doit absolument pas se contenter de construire. On doit vraiment s'interroger sur l'environnement dans lequel on implante un bâtiment, l'histoire de l'environnement, le bâtiment dans cet environnement, pour qui, qu'est-ce qu'il y avait avant lui, qu'est-ce qu'il y aura après lui. Et là, vraiment, Notre-Dame, ça a soulevé une telle ferveur laïque. Je trouve ça finalement terriblement triste. Enfin, j'étais dans le déni complètement. Moi, je n'arrivais pas à réaliser ce que je voyais. Mais maintenant, je me dis que finalement, il y a une force positive derrière ce drame. Ouais, je crois que je pense qu'émotionnellement, c'est un peu l'ami que tu as ou le parent cher que tu as et qui du jour au lendemain disparaît et tu te dis mais mince, j'ai côtoyé, j'ai pas pris assez soin de lui, pas assez visité, côtoyé et Notre-Dame, c'est ce choc-là. Et on prend conscience à ce moment-là que toute l'importance que ce bâtiment a dans notre inconscient collectif. Et alors après, pour voir du positif là-dedans, je peux être encore sous l'émotion. Mais je me dis que c'est quand même surréaliste. On est bombardé de normes, incendie, tu fais un petit ERP, un truc, et là, tu as une cathédrale, tu n'as même pas de travaux, tu as sûrement une étincelle qui embrase tout ça, et ça crée un tel choc, je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Il y a vraiment un côté surnaturel, ça c'est vrai dans ce... C'est bien, très choquant. Bien, merci pour cette parenthèse importante. Je souhaitais la faire. Votre rapport à l'urbanisme, est-ce que l'architecte aujourd'hui travaille avec l'urbaniste? Est-ce que l'architecte est urbaniste lui-même? Est-ce qu'il intègre? Est-ce que vous pouvez... Raphaël? Bon, je pense qu'il y a des architectes qui sont aussi urbanistes, d'autres qui n'ont que la mission d'architecte. La façon dont la ville se construit, il y a plusieurs intervenants. Il y a déjà le politique qui fait des choix politiques sur comment il souhaite construire sa ville et la développer. Donc il fait des choix sur des endroits de la ville encore libres pour voir si c'est le bon endroit pour construire. Après, il y a un urbaniste qui se penche sur cette zone complète et qui va décider comment la rue va desservir, comment on va dévier peut-être les réseaux de transport pour irriguer ce nouveau quartier. Il va donc diviser en lots et après sur chaque lot, l'architecte intervient. Mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que on est tous intimement liés, politique, architecte et urbaniste. Je pense que tout architecte, d'ailleurs, ça a toujours été le cas, on est urbaniste. Et je pense que quand tu regardes un projet d'architecture, si tu ne le resitues pas à l'échelle de l'urbain, tu as des chances de rater quelque chose. Alors c'est vrai que tu as des gens qui se sont spécialisés dans l'urbanisme, comme d'autres peuvent se spécialiser dans la décoration intérieure ou l'aménagement. Je pense que ça, c'est la problématique de notre société qui a voulu spécialiser les gens. Et je trouve que c'est bien dommage, en tout cas pour notre métier. La segmentarisation de notre métier n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il faut absolument... tu peux faire une architecture flamboyante sur un urbanisme médiocre, ça ne fait pas la ville. Tu fais une architecture, on va dire, médiocre sur un très bon urbanisme, tu construis la ville. Et c'est ça la grosse différence. Et je pense qu'il faut absolument regarder encore plus aujourd'hui avec acuité l'urbanisme dans la place de l'architecture. Même raisonnement sur
le métier d'architecte d'intérieur, Fabrice? Moi, je ne suis pas architecte d'intérieur, Non, mais enfin, même la relation avec les architectes d'intérieur est aussi importante. Et... Ouais, après, pour rebondir, enfin, c'est vrai que par rapport à l'urbanisme, moi, à ma petite échelle, où toujours je fais du particulier, on aimerait travailler plus ensemble avec ces gens-là, justement, sur ce qu'on laisse. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on construit un peu le patrimoine, quelle que soit l'échelle. On construit des choses qui sont durables, on a une très grosse responsabilité. On veut le faire avec tout notre cœur, mais on doit naviguer entre l'obligatoire et l'interdit sur la réglementation. C'est parfois très difficile. On se sent parfois accompagné, que ce soit des élus ou des techniciens. Parfois non, donc ça permet de défendre un peu nos projets, peut-être de les rendre plus riches pour qu'ils soient entre guillemets indiscutables. Après, il y a le discours du beau, c'est infini sur ce qu'on apprécie ou pas, mais il faut qu'on ait une vision un peu plus lointaine de ce qu'on fait, et des fois on est jugé sur... Qu'est-ce qui rend un projet indiscutable? Ça existe un projet indiscutable? Non, mais quand je dis indiscutable, c'est qu'on puisse... on a les souhaits du client, on a nos sensations, et on doit s'inscrire dans... Mais il ne faut pas que cette réglementation, on nous juge que sur le périmètre de la parcelle, parce que ça, c'est terrible, c'est catastrophique, quoi. Moi, j'ai plein de choses positives par rapport à l'urbanisme, et une envie, et une vision un peu, peut-être caricaturale, mais on fait des événements à l'agence. On a fait un événement sur le citadin, acteur de la Smart City. Pour moi, la Smart City, c'est quoi alors? C'est peut-être un gros mot comme ça, mais c'est de dire il faudrait qu'on arrive à être plus solidaire. Et au niveau des équipements et des bâtiments, par exemple, un data center, donc qui va un calculateur de données et de références, va pouvoir apporter du chauffage, de la chaleur chauffage à une piscine. Donc en fait, si on les met à côté, ça va se compléter. On peut faire une production photovoltaïque, je ne sais pas, sur du bureau. Et puis le week-end, c'est les logements qui vont en profiter. Donc essayer de réfléchir quelque chose de plus commun. Et puis surtout, alors ça c'est un premier gap, mais surtout pour moi, ce qui est le grand absent, c'est l'agriculture urbaine. On est vraiment dans une idée où de ne pas nourrir aujourd'hui au travers de nos territoires les populations en place, c'est la folie, quoi. Et donc, alors on a la chance dans le sud-ouest quand même d'avoir énormément de champs autour, d'avoir une agriculture locale présente. Mais en fait, si aujourd'hui on est en pénurie, en 3 jours, ça devient vite compliqué. La mairie de Toulouse, aujourd'hui, elle a une régie agricole. Il y a des projets comme Appalificat qui sont en train de se développer avec plus d'agriculture. Enfin, ça, je trouve que vraiment, on est en train de régénérer des milieux, on apporte des solutions, on imbrique des choses. Ça me paraît très intéressant. Économie symbiotique, complémentarité. Mettez ça au centre de vos projets aussi, Raphaël? J'ai jamais été confronté à ce type de problématique, mais c'est sûr que c'est des problématiques intéressantes, mais comme celle de l'environnement, des normes. Moi, je suis toujours effaré de voir effectivement la quantité de normes qu'on a et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on rentre dans un bâtiment, il faut qu'il fasse 20 degrés tout le temps, que ce soit le 25 décembre ou le 21 juin, quoi. On a oublié qu'on pouvait ouvrir une fenêtre. Aujourd'hui, dans une maison passive, si on ouvre une fenêtre, le propriétaire, il nous saute dessus et il dit « Mais t'es fou, tu es en train de me bousiller mon climat intérieur. » Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, de plus en plus, on a oublié des gestes très simples. Et même, moi je reviens à ce que je disais au début sur ma maison à la montagne. Avant, une maison à la montagne, il y avait les vaches au rez-de-chaussée qui chauffaient la maison, l'habit d'habitation au-dessus. Mais ça dépensait aucune énergie, c'était une énergie... C'était fait intelligemment, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on rentre dans des travers qui sont parfois un peu aberrants, quoi, il me semble. On crée des nuisances en pensant améliorer un système et on oublie le bon sens, quoi. Oui, c'est ça, le bon sens. Et on S'éloigner. On oublie aussi la capacité de régulation qu'a l'être humain à un moment donné. C'est pas choquant d'avoir un pull en hiver, semble-t-il. Non, tout à fait. Après, il y a autre chose, moi, par rapport à urbanisme, tout ça, il y a aussi la donnée être humain là, que je trouve qu'on oublie de prendre en compte parfois. Quand je regarde un graphique de détail, c'est barbare comme vocabulaire, mais la manière dont la ville a été réfléchie et qu'on voit que, par exemple, l'ensoleillement n'a pas du tout été pris en compte. Moi, je suis effarée de voir le nombre de rues qui sont à l'ombre toute la journée.
parce que les immeubles sont montés trop haut au sud. Et à aucun moment on s'est dit peut-être que prendre en compte l'ensoleillement, prendre en compte toutes ces choses-là quand on réfléchit la ville, ça peut avoir une importance. Et voilà, je le vois pas. Alors, je sais pas si c'est... C'est encore un sujet d'actualité, ça. On sort d'une période de quelques projets qui s'appellent Dessine-moi Toulouse. Certains sont lauréats ici. Donc est-ce que cette approche, d'abord qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si je fais parler le lauréat, parce que je ne sais pas s'ils seront objectifs, mais globalement, est-ce que la démarche est bonne? Pour revenir sur ce que Laure vient de dire, je suis désolé, mais une rue à l'ombre en plein été, c'est très agréable. Donc, quand on fait la ville, à un moment donné, on a essayé de la faire de manière clinique. Et je pense qu'à un moment donné, on n'arrive plus à faire la ville. Au contraire, je pense que la contrainte de la verticalité et d'avoir peut-être une façade nord, à un moment donné, ça va donner d'autres richesses dans les typologies, de travailler plus les appartements traversants par rapport à une ouverture sur un jardin qui va être au sud. Si on a une façade qui est nord, forcément il y a un autre côté qui est sud. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que la ville, elle n'a jamais été conçue comme ça. Et c'est bien que justement on trouve des solutions pour justement contrecarrer ce genre de choses. C'est bien que vous ne soyez pas d'accord aussi. Donc, Dessine-moi Toulouse. Sophie, ce projet, vous l'avez suivi de loin? Donc, tu veux, là, il vaut mieux parler à ceux qui ont répondu. Non, Nous, mais notre votre agence regard n'a pas là-dessus, répondu. votre regard Je trouve là-dessus. ça passionnant, par contre. Je trouve, justement, il y a un projet Saint-Aubin, c'est toi, non? Et celui-là, je le trouve vraiment hyper intéressant de réaménager Saint-Aubin, tu sais, toute la crypte de Saint-Aubin. Donc non, c'était vraiment un très beau projet. Donc là, il vaut La mieux laisser crypte, en parler quelques ceux qui mots, ont ce sera quoi? Ce sera quoi? Digital District, donc un lieu un peu comme ici, on va pouvoir faire des animations via la 3D, des films, etc. Il y aura pas mal de choses. C'est pas moi le chef de projet ni le pilote de ce projet-là. Moi, j'ai travaillé sur d'autres sujets aussi. Nous, Dessine-moi Toulouse, c'est vrai que ça nous a énormément embarqué à l'agence. On s'est réunis collectivement, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On a dit on y va. Donc on a monté des équipes, on a travaillé sur un sujet avec une artiste pendant plusieurs mois, Caroline Méoté. Je dis son nom parce que superbe artiste. On a beaucoup appris en fait, parce qu'on était avec d'autres disciplines, d'autres manières de faire, d'autres approches, et ça c'est agréable. Un autre lauréat, c'est quoi? C'est quelle partie de Dessine-moi Toulouse, Thierry? On a eu la chance de répondre sur deux et de les gagner. Deux différents complètement, une thématique qui est sur la problématique suburbaine, on va dire, ou faubourienne, à Saint-Alban. On a travaillé sur l'économie circulaire. Donc un quartier avec des problématiques, des gens du voyage à reloger, voir un petit peu comment on peut faire un projet dans une zone qui est un peu mixte, qui est entre les deux, entre zone industrielle, commerciale, tertiaire, de lotissement, et de voir comment on peut essayer de restructurer tout un quartier, lui donner une identité. Et puis d'autre côté, un projet qui nous tient à cœur humainement, c'est le stade toulousain. Donc on a un gros travail là-dessus qui fait que commencer. Complexe. Voilà. Un nouveau quartier autour du Stade Toulousain. Ça, c'est pas moi qui en déciderai. Pour l'instant, on a une problématique qui est venue de quelque chose de très simple. C'est le Stade Toulousain a un modèle économique qui a du mal à se tenir aujourd'hui, auquel les dirigeants, et je pense beaucoup de Toulousains, sont attachés. Et il fallait trouver un nouveau modèle économique qui puisse garder ce côté associatif, au sens large du terme, mais que ce club soit encore à tous les Toulousains, et pas que ça devienne comme la plupart des clubs de sport aujourd'hui, et notamment dans le rugby, le club d'un mécène, comme dirait Didier Lacroix, loup ou gentil loup, mais c'est plus à l'ensemble des Toulousains que le club appartient. Donc c'est parti de ça, et donc aujourd'hui on est sur cette problématique, et on avance avec toutes les complexités que ça a. Ok,
Moi, il me semble que sur des projets comme Dessine-moi Toulouse, je pense que ce qui serait important, c'est qu'on voit tous les projets qui ont été déposés, parce qu'il me semble que ce genre de projet-là, c'est le meilleur moyen pour avoir une espèce de laboratoire d'idées pour construire la ville plus tard, en fait. Parce qu'il y en a, c'est pas facile de juger un projet, il faut pas croire. Quand on est un jury, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, plein de gens autour de la table. Mais il y a sans doute des excellentes idées qui sont sorties. Et moi, je serais curieux de faire une grande expo avec tous les projets, même les perdants, et de confronter même le grand public à aller voir. Et voilà ce qui avait été proposé, les logiques qui avaient été amenées. Et bon, c'est ça qui a gagné, mais ça aurait peut-être pu être ça. Et en tout cas, je trouve que c'est important parce que ça permet aux gens de se dire « Ah, mais cette réflexion, elle était quand même intéressante ». Et après, je dirais un autre truc, c'est que ce projet de Dessine-moi Toulouse, il n'a d'intérêt que si les projets vont au bout maintenant. Et ça, c'est important aussi parce qu'à Toulouse et comme dans les autres villes, quand on essaye de faire des choses, quand il s'agit de débattre, et dans des réunions publiques et tout ça, il n'y a que les gens qui ne sont pas d'accord avec le projet qui viennent. Donc moi, j'invite les gens à dire, si ça vous plaît, si vous avez envie que votre ville elle devienne autre chose, allez-y et dites aussi que vous êtes d'accord. Parce que c'est trop facile de laisser la parole à 10-15 personnes qui crient plus fort que les autres pour dire, moi, je ne veux pas que ça soit comme ça parce que c'est mon quartier. On le connaît, le truc. On trouve toujours les projets très bien quand ils sont... C'est un peu dans toutes les villes. Bien sûr, et c'est humain. Mais se mobilise plus quand il bien est sûr, contre que... mais c'est pas une raison pour en faire une fatalité. Moi, je pense qu'on a aussi le droit de dire quand on est d'accord. Voilà, alors soyons d'accord et allons lutter aussi. On viendra tous. Donc, tant On fait une grande expo des projets, on viendra tous. Ouais, on viendra tous. Hein. Par contre, tant que c'est un peu chaud, là, on peut parler de la tour d'Occitanie. Après Notre-Dame. Alors, cette tour, Fabrice, un avis? Un avis, je ne connais pas super bien le projet, mais moi je trouve bien qu'il y ait un peu de... qu'ils osent faire un peu de hauteur dans Toulouse, qui est une ville très basse. Mais, et peut-être que ça donnera des idées. Après, bon, le projet, on aime ou on n'aime pas, mais je pense qu'à l'échelle, c'est bien que Toulouse, qui est la 4e ville de France, elle prenne une échelle un peu... Quand on se balade... On est à Strasbourg, à Nantes, à Bordeaux, même à Tours, il se passe des choses un peu plus, un peu plus directives qu'à Toulouse. Quoi. Je pense que longtemps, on a toujours décrié Toulouse comme une ville assez timorée sur beaucoup de choses. Hein. Donc c'est aussi ce qui fait peut-être aussi son charme. Mais pour une fois qu'on a une grande zone qui est Tézot, et on commence par un signal qui est fort, avec un architecte international. Alors on aime, on n'aime pas, peu importe. Mais je pense que quand on a... C'est pas le sujet. Je pense qu'on met une ambition et on donne une thématique à ce grand projet. Je veux dire, quand on regarde Bilbao, ils ont commencé par un projet fort, avec une thématique aussi forte qui était quand même de faire venir un musée international, avec un architecte international. Mais c'était surtout tout le développement qu'il y avait aussi de l'autre côté de cette zone et qui a changé aussi Bilbao. Et je crois que c'était important qu'à un moment donné, on puisse avoir un signal fort, peu importe le projet ou l'architecte, mais je pense que ça, c'était important. En l'occurrence, Franck Gehry, hein, c'est ça, pour Bilbao, et Lipsking pour la tour d'Occitanie, c'est ça? Donc on aura notre Guggenheim toulousain. C'est pas le même programme, donc ça ne va pas prétendre aux mêmes choses. Mais moi, j'ai un ami, quand il a vu la tour, sans juger, encore une fois, sur si on aime ou on n'aime pas, en tout cas, il m'a dit c'est bien parce qu'on se mettra derrière, caché derrière la tour, on fera ce qu'on veut, nous les architectes, derrière cette tour. C'était une image pour dire, voilà, c'est un point de départ d'acceptation de l'architecture, sans doute, dans cette ville qui a longtemps été conservatrice, et qui permettra peut-être après d'avoir un élan. Mais c'est que la tour fait peur. Enfin, c'est très curieux. Dans l'inconscient collectif, on a peur des tours, on a peur de la grande échelle. Moi, j'ai beaucoup plus peur de la prolifération de maisons identiques qui agrandissent et qui ne marquent plus aucune délimitation entre la fin de la ville, le début d'une autre. J'ai beaucoup plus peur de ça, de ce truc, tu vois, très linéaire, sans âme, que d'une tour qui est forte, qui est un signal. Et en plus, celle-ci qui a vraiment une idée, enfin, on aime ou on n'aime pas effectivement, mais il y a une réflexion, c'est une belle idée. Ça mérite de se pencher dessus. Moi, j'étais surpris, excuse-moi, d'entendre des gens qui étaient choqués en disant c'est trop haut. J'ai dit, mais vous avez peur de quoi? C'est pas effectivement l'image, peu importe les matériaux, le truc, mais les gens, ils ont peur de ça. C'est fou, quoi. Ouais, je pense que tu parlais de Notre-Dame. Quand tu regardes, quand Notre-Dame a été construite, le vaisseau spatial que c'était, quoi.
Tu avais des maisons en R+1, tu avais un truc qui est gigantesque. Et je crois que nous, la verticalité, quand on était au Moyen-Âge avec les Pasteliers, ils avaient tous les tours de Capitoul. Donc c'était quelque chose qui était dans la tradition toulousaine. Puis à un moment donné, non, on reste. Il faut savoir que l'agglomération toulousaine, la moyenne, c'est R+1,5 de hauteur. C'est hallucinant, quoi. Donc je trouve que c'est bien, c'est un signal fort et une prise de conscience qu'à un moment donné, il faut arrêter l'étalement urbain. Là, c'est sûr, après, maintenant il est fait cet étalement, donc on va devoir faire avec. Mais par contre, effectivement, maintenant, moi je pense que à un moment donné, c'est ce que les gens sont venus chercher à Toulouse en s'installant, ils voulaient leur maison, leur jardin. Bon, c'est fait, maintenant il va falloir faire avec, mais il ne faut plus faire de bêtises. Moi, il me semble qu'il y a des pistes qui sont à explorer et il y a des endroits où, sans doute, densifier aurait sa place. Moi, je trouve un quartier comme le quartier des Arènes, par exemple. C'est les halles de Toulouse, parce qu'il y a un métro qui arrive, il y a tout le tramway et je ne sais pas combien de lignes de bus. Mais par contre, quand on sort de là, on n'a même pas un café pour s'arrêter et se poser. Moi, je pense que ça pourrait être un lieu, par exemple, typiquement, où on pourrait recréer une nouvelle centralité, quelque chose où il y a du monde, où il se passe des choses. C'est des pistes à explorer. Je pense que des projets comme on fait à Matavio, voilà, ça pourrait permettre de dire, voilà, à un moment donné, on va faire plusieurs centralités dans cette ville. Parce que si on a un contexte qui est agréable, où on a tous les services dans un quartier où il y a du monde, on peut sans doute après imaginer que les gens vont avoir envie de se resserrer dans un contexte. Mais je pense que voilà, maintenant il va falloir faire avec ce qui a été fait, arrêter sans doute, et ça veut dire aussi les gens, se dire qu'on ne peut pas s'étaler à l'infini, parce que les gilets jaunes cette année, c'est ça, c'est des gens qui ne peuvent plus se payer l'essence pour aller travailler. C'est quand même ça la réalité. On n'en parle pas, s'il vous plaît. Non, en fait, Non, je n'ai pas ce fiche. Je n'ai pas ce fiche. moi, l'ai j'ai pas. un sujet un peu là-dessus, c'est pas mal. Aujourd'hui, nous, on travaille pour des promoteurs. En fait, d'habitude, ils arrivent avec une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on a une parcelle, il faut travailler. Et là, on commence à avoir arrivé des projets où il y a déjà du bâtiment. Et alors, ils disent, on le rase. Mais regardez le patrimoine bâti, regardez le patrimoine arboré. Et donc, je leur dis, en fait, aujourd'hui, dotez-vous d'une vraie réhabilitation pour arriver à avoir les compétences, parce que demain, en fait, vous allez devoir construire un peu la ville, sur les interstices, et puis garder ces poumons verts. Donc, il y a vraiment des enjeux. Moi, je pense que, tu vois, aujourd'hui, on va rentrer dans une phase de déconstruction. Je pense qu'il y a des pans entiers de lotissements qui ont été construits là où ils n'auraient jamais dû être construits. Et je pense qu'on pourra faire un bonus-malus, plutôt que de jouer uniquement sur des parcelles où tu as plus à construire, ce qui est de plus en plus rare, il faut le savoir. En Occitanie, il y a des villes qui ont déjà plus de terrain à construire. Il y en a sur le littoral, je crois qu'il y a 7 ans encore de constructibilité. Enfin, on arrive vraiment au bout du bout. Et je pense que le Monopoly va être plus intéressant, c'est-à-dire qu'il y aura des zones à déconstruire. Ils achèteront, les promoteurs, ils ne construiront rien, ils redonneront des surfaces libres pour justement réaérer des coulées vertes, peut-être justement supprimer cet étalement urbain qui n'a plus aucun sens, pour pouvoir densifier sur d'autres endroits. Je pense que ça va devenir un jeu beaucoup plus complexe. Je crois qu'on va arriver même, tu vois, je crois que c'est utopique quand je dis ça, mais je pense qu'il y aura des zones peut-être même non humanisées. On n'aura même plus le droit d'y aller, quoi. Voilà, je pense que il y aura des réserves foncières. On doit y aller sur ce genre de choses. Le temps passe super vite. J'ai envie de vous poser une question, une dernière rapide, parce que je suis frustré un petit peu, mais bon, tant pis. Là, Pierre-Louis vient de m'offrir l'éloge de l'ombre, Tanizaki, un japonais. Est-ce qu'il y a une culture qui vous inspire, un pays dans lequel vous trouvez que le travail, rapide, est-ce que vous trouvez que le travail est différent, une autre façon de penser? Est-ce qu'il y a un pays qui vous inspire? Moi, si tu me regardes, c'est Portugal, Brésil, parce que la langue, parce que l'état d'esprit, l'architecture, les paysages. Je peux passer la balle. Fabrice? Ce livre, c'est un super beau bouquin. C'est vrai? Qui parle. Je le lis, alors. Ah oui, absolument. Tu le reliras aussi. D'accord, merci. Et voilà. Après, moi, je ne sais pas si j'y verrai, mais je suis assez attiré par l'Asie. Et je pense que sur le travail, on parlait de la verticalité. Savoir gérer la verticalité et en cherchant aussi à développer, à garder du vert, je pense que ce n'est pas incompatible.
Le verre, il n'est pas forcément, c'est pas juste un champ. Je pense qu'il y a des architectes japonais super brillants qui savent faire ça, enfin d'autres aussi, mais... Merci Fabrice. Excuse-moi. Le timing, 52 minutes. Un pays le mien, parce que voilà, je trouve que La c'est France. merveilleux de travailler dans notre pays qui est très varié et où il y a tant de choses à faire, à voir, à visiter. Et sur ce bouquin, si mes souvenirs sont bons, c'est sur la patine du temps, sur l'ombre, la lumière. Il répondra en Ouais. antenne, d'accord. Voilà. Et donc ça, par contre, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire ça rejoint le patrimoine. C'est vraiment de travailler sur la patine qu'on laisse, le travail de la main. Je trouve ça très intéressant. Merci. Moi, je vais pas être original, je vais dire le Japon aussi, parce que sur les questions climatiques, par exemple, dont on a parlé rapidement, mais par exemple, pour se réchauffer dans une salle de thé, on boit un thé chaud et la salle n'est pas chauffée. Donc, ça permet d'avoir une approche un peu différente de ce qu'est se chauffer finalement. C'est pas qu'avoir un chauffage. En tout cas, dans certaines cultures, ça peut être autrement. Et je trouve que ça, pour un architecte, prendre en compte, c'est riche. Merci. C'est facile que la vache. Encore moins original qu'original. Le Japon aussi, c'est très inspirant. Et le rapport au corps est très inspirant là-bas aussi. Et le corps dans l'espace, c'est toujours quelque chose qui me... Le corps dans l'espace. Pierre-Louis, le mot. Moi, je regarde beaucoup ce qui se fait en Suisse, même si c'est pas abordable, mais ils ont un travail sur les logements qui est vraiment très très intéressant, et comme on fait beaucoup de logements, voilà. Puis j'aime beaucoup Zumthor, qui est pour moi un architecte qui compte beaucoup dans ce qu'il fait, et qui est très inspirant. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple, en ce moment? Oh, il fait de tout, hein. Peter Zumthor, il fait des petits projets, ça peut aller à de l'extension de son chalet, à une petite chapelle, à un grand musée, les Thermes de Vals. Il y a un travail sur la matière, sur la lumière, qui rejoint un peu le bouquin que je t'ai offert. Voilà. Merci à toutes et à tous pour ces échanges. On m'a envoyé juste un petit mot hier que je voulais vous dire. En fait, une petite remarque sur une phrase que j'aime. C'est ce que j'aime d'un bâtiment, c'est la vie qu'il sait créer autour de lui. Voilà, à très bientôt et au plaisir de vous retrouver sur le terrain. Et merci pour votre participation. Merci. Bonne soirée.